Attention, cet épisode ne contient aucune référence au vice-premier ministre belge Jean Jambon ou à l'attaquant de la Gantoise Laurent Depoitre. Moi je dis que quand un journaliste il n'en sait pas plus que ça, il devrait être autorisé à fermer sa gueule. On a les hommes politiques que le monde entier nous envie, hein. D'ailleurs ils pourraient les prendre mais ils viennent pas les chercher, je sais pas ce qu'ils foutent. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur JPP, je ne suis pas Adrien Vicente. Et je ne suis pas Nelson Palis-Nierman. Alors on commence ce nouveau podcast journaleux politicard podcaster par une bonne grosse semaine de merde. Comme tout le monde le sait, mardi 22 ont eu lieu les terribles attentats qui ont frappé Bruxelles, faisant plus d'une quarantaine de morts. Et en plus aujourd'hui, on a appris, évidemment c'est pas aussi grave, mais on a quand même appris la disparition de Johan Cruyff, le footballeur néerlandais. Donc cette semaine, c'est super, on a perdu contre le terrorisme et contre le cancer. Donc tout va bien. Néanmoins, on a quand même eu envie de commencer cet épisode, étant donné que on devait commencer il y a plus d'1 an et 2 mois. Juste le jour des attentats à Charlie Hebdo, et on a décidé que cette fois-ci, on laisserait plus ces enfoirés de terroristes nous pourrir la vie. Donc aujourd'hui, pour rendre hommage à ces deux disparitions, donc nous aurons une première partie sur la politique en Belgique. Donc vous allez voir, c'est un magnifique et joyeux bordel, comme un peu tout au final en Belgique, et sur la superstar qui est Johan Cruyff. Adrien, est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Ok, alors petit récapitulatif pour tous ceux qui ne s'y connaissent pas trop en politique belge, comme nous au final un petit peu avant cet épisode, soyons honnêtes. Le Premier ministre actuel, comme beaucoup d'entre vous ont dû tristement l'apprendre cette semaine, est Charles Michel, qui est... Pour moi, a été une station de métro parisien jusqu'ici. Voilà, et donc ça ne me disait absolument rien non plus. Je connaissais Di Rupo, donc son prédécesseur socialiste, mais donc pas Charles Michel, donc francophone, donc ce qui est important en Belgique. Puisque la Belgique a du côté flamand des partis flamands et du côté francophone des partis francophones qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. Tout à fait, sachant par exemple que y a différents partis comme les écolos qui ont un parti écologiste francophone qui s'appelle Écolo, et je crois que c'est De Grön chez les Flamands, et sans oublier les tout petites formations de la zone germanophone, des 5 communes qui se battent en duel là, sur le côté, récupérées après la Première Guerre mondiale. Et ce qui est rigolo, c'est que même s'ils sont censés avoir la même idéologie, ils n'ont pas forcément les mêmes prises de position d'un côté et de l'autre. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des coalitions de partis, que des fois les flamands et les francophones et les deux partis qui sont censés avoir la même idéologie se mettent pas d'accord et se mettent pas ensemble. C'est ça, du coup on a affaire à une coalition inédite, donc du jamais vu en Belgique. Avec des libéraux flamands et francophones, et des chrétiens démocrates flamands et des nationalistes flamands. Donc toujours bien d'avoir dans un gouvernement unitaire un parti qui veut la sécession d'une partie du pays. Mais bon, ça on en parlera tout à l'heure, tu t'y connais plutôt bien en suivant l'actualité espagnole. C'est le moins qu'on puisse dire. Et sachant que donc il y a un seul parti francophone dans la majorité, qui est le parti de Charles Michel, qui s'appelle le Mouvement Réformateur, et c'est également, pour info, la première fois en 26 ans qu'on n'a pas de parti socialiste au gouvernement fédéral belge. Les socialistes, c'est un peu les centristes belges, qui sont dans tous les gouvernements. C'est un peu comme en Allemagne les libéraux qui ont toujours été dans les gouvernements pendant des années. Alors on voulait un peu débattre donc sur la question de comment on peut faire tourner réellement, est-ce qu'on peut réellement faire tourner un pays avec une coalition aussi large, et ensuite dévier sur est-ce que c'est possible en France, et faire aussi un état des lieux sur les pays qui sont obligés d'avoir des coalitions, et ceux qui sont moins habitués comme la France, un petit peu l'Espagne et la Grande-Bretagne, qui sont des pays pour qui les coalitions, ça fait deux. Qui aime bien quand c'est massif. Voilà, donc du coup Adrien,
Est-ce que, selon toi, un pays peut fonctionner normalement quand il a, ici, dans ce cas-là, 4 partis qui se partagent le pouvoir? Bon, déjà, les Belges, je pense que c'est les champions du monde de la coalition improbable et de réussir à s'entendre à 4, 5, 6 pour faire un gouvernement. Parce que ils se sont plusieurs fois retrouvés pendant plusieurs mois, voire plus d'1 an, si je ne dis pas de bêtises, Ouais. sans gouvernement. Ils ont tenu le record pendant un temps même de temps sans Ouais, gouvernement. je crois qu'ils ont été battus par les Libanais, qui sont toujours sans gouvernement plus d'1 an et demi après leurs élections. Ah oui. Après, tout dépend de la culture politique, parce que voilà, les Belges, ils savent très bien le faire. En France, on ne serait pas capable d'en faire le 10e de ceux qui font, parce qu'en France, on aime bien quand c'est massif, on aime bien être dans la posture. On se retrouve avec des partis qui font exactement ce que propose l'autre, et l'autre s'oppose quand même parce que c'est l'autre qui l'a fait. Mais par exemple, est-ce que tu penses que justement ce type de coalition, parce que je comprends ton argument de dire tu vas t'opposer de façon un peu primitive, mais par exemple là, si je prends l'exemple, justement, on va rester sur l'exemple belge. Le Parti socialiste a été obligé de composer avec des partis libéraux, évidemment, en restant 26 ans au pouvoir. Bon, mais tu peux pas tout le temps rester soit avec des communistes, soit des écolos. T'es bien obligé de composer avec d'autres aussi. Est-ce que tu penses que néanmoins le Parti socialiste, même s'il va être d'accord et qu'il aurait fait la même chose parfois que le gouvernement actuel, est-ce qu'au final il va pas quand même rester dans une forme d'opposition malgré tout, quoi? C'est toujours le principe de base, le principe d'une coalition, c'est que tu vas toujours, un peu mettre de l'eau dans ton vin, donc brader un peu tes idéaux, et du coup ça te permet à la fois de décevoir les gens qui ont voté pour toi, mais en même temps ça te permet de pouvoir continuer à faire campagne, à dire votez quand même pour nous, parce que si on est plus fort, on pourra faire plus de trucs, et on pourra avoir plus de pouvoir et plus de poids dans une future coalition avec peut-être d'autres personnes, avec peut-être d'autres partis. Mais encore une fois, j'insiste, l'important c'est quand même que le pays soit habitué à faire ça, parce que par exemple en Espagne, on le voit très bien, on a un parlement qui est morcelé, et ils sont infoutus de se mettre d'accord, parce que c'est pas du tout dans leur culture politique de faire des coalitions et de se mettre d'accord entre partis qui ne se ressemblent pas. Ouais, bien sûr. Alors, justement, vu qu'on a commencé un peu à dévier sur l'Espagne, on va un peu élargir du coup sur les différents pays. Alors là, évidemment, l'exemple belge est toujours un peu extrême, hein, étant donné que quand on regarde les majorités en Belgique, quand on regarde la Chambre des représentants, ils ont 10 sièges de majorité. Le Sénat, ils en ont 3. Bon, c'est quand même très très faible comme majorité dans les deux cas. Là en Espagne, donc on a eu des élections qui ont fait complètement éclater le Parlement, c'est-à-dire non seulement on n'a aucun des deux grands partis, donc Partido Popular et le PSOE, qui arrivent à avoir de majorité, mais en plus, même avec un autre parti qui serait, on va dire, plutôt de leur bord politique. Ouais, les coalitions naturelles, entre guillemets, n'ont pas la majorité pour constituer un gouvernement. C'est ça que c'est un bordel monstrueux. Mais alors moi, je profite du fait, donc je précise pour ceux qui ne le savent pas, donc Adrien travaille en ce moment à l'AFP à Madrid, donc t'es au plus près du coup de ce joyeux bordel maintenant qui est espagnol et non plus seulement belge. Est-ce que tu penses réellement que s'il y avait eu une majorité naturelle PSOE-Podemos, on aurait eu un gouvernement PSOE-Podemos, ou est-ce que Podemos aurait quand même trouvé une autre excuse pour ne pas former de coalition et justement jouer la montre et espérer la chute progressive du PSOE, comme l'a fait Syriza avec le PASOK en Grèce? La seconde, sans aucune hésitation. Je sais que Iglesias, en tout cas, puisque en ce moment ils sont en train de se déchirer entre plusieurs tendances à Podemos, mais Iglesias a toujours dit que dans une coalition entre un parti fort et un parti faible, entre guillemets, c'est toujours le parti fort qui récolte les fruits de la coalition à l'élection suivante. Donc il part du principe que tant qu'ils ne dépassent pas le Parti socialiste, ils vont refuser au maximum de s'allier avec eux, ou poser des conditions inacceptables, poser des conditions tellement
tellement irréalisable que ils feront tout pour faire capoter l'accord. Donc, c'est vrai que si on compare en plus avec d'autres pays, Iglesias a plutôt raison. Moi, je vais prendre le pays sur lequel je me connais le plus, c'est l'Allemagne. Hein. On regarde et Merkel à ce niveau-là est quand même à l'attitude d'une montre religieuse parce qu'elle tue ses partenaires à chaque fois. On regarde par exemple son premier gouvernement, ça a été un gouvernement de grande coalition avec les sociodémocrates. Bon, les sociodémocrates se sont cassés la gueule, mais bien à l'élection d'après, et s'en sont toujours pas vraiment remis. Et surtout, le pire exemple, ça reste les libéraux, qui sortent en 2009 extrêmement renforcés, qui profitent un peu de la faiblesse des sociodémocrates pour faire un très bon score. Ils font plus de 13%. Et l'élection d'après, pour la première fois de l'histoire de la République fédérale, ils font moins de 5% et ne sont plus au Parlement allemand. Donc ils ont vraiment extrêmement souffert de cette coalition avec Merkel, alors qu'elle, pendant ce temps, était à 2 sièges d'avoir la majorité seule en Allemagne, au Bundestag, ce qui est une exception extraordinaire en Allemagne. On a eu ça, on n'a jamais eu réellement ça, on a eu ça une fois quasiment au début des années 50, mais bon voilà, c'est un truc qu'on peut quasiment ignorer. Sinon, en Allemagne, ça se fait pas, tu ne peux pas faire vraiment de gouvernement, et pendant très longtemps, tu ne pouvais pas faire de gouvernement sans les libéraux, jusqu'à l'arrivée des Verts en Allemagne. Et l'exemple aussi, l'autre exemple qu'on peut donner, c'est celui des conservateurs et des libéraux démocrates anglais. Ouais, une pensée émue pour les libéraux anglais. J'avais suivi le soir de l'élection britannique, et ça, même moi qui ai aucune sympathie idéologique pour les libéraux, c'était triste à voir à quel point ils se cassaient la gueule par rapport à l'élection précédente. Mais après voilà, c'est vrai que là-dessus il a raison. Après il y a aussi des contre-exemples qui sont pas forcément extrêmement nombreux. En France, on peut parler de l'élection de 2002, qui a quand même après la gauche plurielle. Les Verts font le meilleur score au présidentiel de tous les temps. La question est de savoir si est-ce que c'est la personne de Noël Mamère qui fait les 5% ou est-ce que c'est le ras-le-bol face au PS ou l'envie d'autres choses. Je sais par exemple que mon père lui avait voté Besancenot pour secouer un peu le PS, sauf qu'ils ont tellement été secoués qu'ils sont pas allés au deuxième tour. Et à côté de ça, par exemple, on a eu la première expérimentation de coalition entre chrétiens démocrates et écolos en Allemagne. C'était à Hambourg, et les Verts ont claqué la porte, je crois, au bout d'un an et demi à peu près, et ils ont pris 4 ou 5 points à l'élection d'après, et surtout, par contre, ils sont restés absents de la coalition parce que les sociodémocrates ont profité que tout le monde était au gouvernement sauf eux, et du coup ils ont une majorité absolue seule dans une ville qui leur appartient d'habitude. Voilà, néanmoins, est-ce que... pensons un peu à la House of Cards, on va dire. Est-ce que Iglesias aurait pas pu se dire, tiens, je vais y rentrer et je vais m'opposer le plus possible aux réformes un poil libéral du PSOE, et ensuite pouvoir bien claquer la porte et dire il faut me donner la majorité absolue seule, il n'y a qu'avec moi que ça va marcher. C'est une des raisons pour lesquelles, du côté du Parti Socialiste aussi, il y a énormément de gens qui sont très très réticents à accepter une alliance avec Podemos, parce qu'ils se disent que ces gens seraient absolument ingérables au gouvernement, qui passeraient leur temps à faire des conférences de presse pour expliquer qu'ils ne sont pas d'accord avec la mesure qui vient d'être prise qui vient d'être prise par la majorité, et que ça serait absolument ingérable, et que ça leur qu'en termes d'image, ça serait en termes d'image, et même pour pouvoir travailler, pour pouvoir mener une politique, ça serait absolument impossible. Alors, tant qu'on est sur le sujet de Podemos, Iglesias est souvent mis en comparaison avec Tsipras évidemment, et Syriza avec Podemos. Et en France, la gauche de la gauche bade devant ces deux formations et espère tout le temps. Et voilà, donc pour ceux qui nous connaîtraient pas trop, moi je suis dans l'aile gauche des écologistes français. Donc évidemment que j'aimerais bien un grand rassemblement, mais souvent quand j'essaie d'observer justement un peu Podemos et Syriza, je me dis il y a quand même des grosses différences idéologiques. Et puis ces deux mouvements qui sont pas nés complètement de terre. Pour Podemos, si. Pour Syriza, quand même, il y a un petit passé. Est-ce qu'on peut vraiment comparer les deux au final ? En termes idéologiques, ils sont quand même très proches. Après, oui, évidemment, ça vient pas de
Ils sont pas nés de la même façon. Podemos c'est né d'une association étudiante de l'Université Complutense de Madrid et qui s'est mué en parti politique et qui est parti avec qui a réussi à catalyser le mouvement des indignés en un parti politique qui marche super bien, alors que Syriza c'était une coalition de partis de gauche radicale qui existait déjà qui s'était déjà présenté aux élections précédentes et qui a réussi à capter le ras-le-bol des Grecs de l'austérité, mais ça restait un parti traditionnel. Ils se sont jamais présentés comme étant un parti, comme étant une nouvelle force en dehors des partis politiques, faire de la politique autrement. Non, c'est des politicards comme les autres, j'ai envie de dire. Et du coup, la question que je me pose, c'est les Verts grecs ont soutenu Syriza. Après, les Verts grecs, ça représente à peine 1%, hein, je crois. Hein, donc, c'est pas. Même les écologistes français font mieux. C'est dire. Un peu d'autodérision. Mais est-ce que, vu le rapport de force qu'il y a en France, mettons de côté tous les égos. Voilà. Imaginons, il n'y a pas de Duflot, il n'y a pas de Mélenchon, il n'y a pas de Laurent, il n'y a personne. Voilà. C'est magnifique. Il y a juste des partis politiques et des militants. Est-ce que vraiment on pourrait avoir, donc comme Podemos non, parce qu'il faudrait un réel mouvement des indignés français, mais est-ce qu'on pourrait avoir un Syriza à la française seulement sur la base militante, ou est-ce qu'il faut quand même un parti qui domine tellement tout que les autres sont obligés de le rejoindre? Ça c'est toujours compliqué à dire, parce que c'est toujours pareil, avec des si, on peut faire beaucoup de choses. La Grèce, ça a aussi été une situation sociale dont j'espère qu'elle n'arrivera jamais en France, Oui. qui a fait que les gens votaient pour un parti entre guillemets ultime, qui était vraiment de gauche radicale, et aussi un gouvernement de gauche qui a extrêmement mal géré le début de la crise économique et qui était complètement décrédibilisé. C'est ça qui a fait que Syriza a pu émerger comme étant une nouvelle force politique. Est-ce qu'un Syriza en France peut émerger? Je pense qu'aujourd'hui le problème principal, c'est que les personnalités qui pourraient prendre la tête de ça, je n'en vois aucune qui soit capable de fédérer autour d'elle tant de gens et de l'espoir de tant de gens, de ce qu'on appelle le peuple de gauche entre guillemets en France. J'en vois aucune qui ait l'autorité et qui soit capable de rassembler de façon très large, de façon suffisamment large pour pouvoir remporter une élection. Ce que Tsipras a été capable de faire. Il ne faut pas l'oublier non plus. La personne de Tsipras a quand même beaucoup joué. Pour revenir sur l'Espagne, donc c'est Ciudadanos, donc le mouvement libéral de droite. Oui, libéral. Voilà. On les présente souvent comme libéraux. D'accord. Est-ce que, alors là, on a appris cette semaine que l'UDI ne participerait pas à la primaire de la droite et des centristes. Donc je me demande d'ailleurs pourquoi on dit encore et des centristes du coup. Mais est-ce que au niveau des idées, Ciudadanos, est-ce qu'on peut les comparer à des partis français comme le MoDem ou l'UDI, ou est-ce que c'est juste une scission idéologique du Partido Popular? C'est un peu tout ça. La principale force qu'a eu Ciudadanos aux dernières élections, c'est pas tant le côté idéologique, parce qu'ils étaient quand même de droite. Même s'ils s'en défendaient, leur programme est de droite. Leur principale mesure, c'était le contrat de travail unique, qui est quand même une mesure libérale, qui est prônée par des partis qui sont généralement classés à droite. Comme le Parti Socialiste. Pardon, on continue. Mais surtout, c'était un parti jeune. Et tous leurs représentants, c'était des beaux gosses, costards bien taillés et sourire Colgate. Et par rapport au vieux crouton du PP qui était là depuis des années, et que tout le monde connaissait, qui était englué dans des scandales de corruption, c'est surtout le fait qu'ils étaient jeunes, dynamiques, beaux gosses avec un sourire Colgate qui a fait qu'ils ont réussi à faire
à rentrer au Parlement avec 40 députés, ce qui est pas énorme, mais ce qui est quand même pas mal du tout. Un bon score, et l'UDI n'a absolument rien du parti jeune et sexy qu'était Ciudadanos, donc je les imagine bien peu capables de réussir la même performance. Surtout que, vu ce que prédisent les instituts de sondage, les journalistes français et le petit monde politique, on s'achemine très probablement vers une 4e candidature de François Bayrou à la présidentielle, qui me semble pas vraiment incarner le jeune beau gosse au sourire Colgate. Il pourrait soutenir un autre jeune beau gosse au sourire Colgate, Alain Juppé. Mais pour revenir un peu sur la question, sur une comparaison avec la question belge, là on a affaire à une coalition avec un seul... bon, c'est beaucoup plus extrême évidemment qu'en Espagne. Et là on a affaire à un gouvernement avec un seul parti francophone qui néanmoins dirige la coalition, étant donné que le Premier ministre fait partie de ce parti. Et ensuite on a des partis flamands et surtout un parti nationaliste flamand, même s'il faut nuancer, c'est un parti national libéral qui n'est pas vraiment comparable au Front National. C'est plus l'économie mondiale, oui, les gens qui se baladent à travers le monde un peu moins, et surtout vive la Flandre, et la Wallonie c'est moche, si on devait résumer. Ce qui est pas faux aussi. Bonjour, s'il y a des gens qui écoutent de Wallonie, Adrien Vicente ne représente pas du tout les propos de JPP. Est-ce que, en Espagne, il faudrait composer donc avec des indépendantistes andalous, basques, etc. On a vu que... Pas andalou, il n'y a pas d'andalou dans le... pardon, pas andalou, catalan, n'importe quoi. Catalan. Voilà, c'est pour ça que c'est lui le journaliste et moi le politicien. Donc voilà, on a par exemple sous Zapatero, il arrivait toujours à avoir un minimum de soutien de ces petits mouvements pour avoir sa majorité. Est-ce que là, ça va devenir plus compliqué avec les plus grandes demandes d'indépendance, notamment de la Catalogne, ou est-ce que un parti suffisamment malin, un grand parti suffisamment malin, peut arriver à attirer le soutien d'une formation indépendantiste? En Espagne, le principal point d'achoppement dans la négociation entre le PS et Podemos, c'était sur l'organisation d'un référendum sur l'indépendance en Catalogne, que le PS refuse catégoriquement. Et à mes yeux, pourtant, c'est la seule solution pour pouvoir faire une vraie coalition, puisque c'est ce que les indépendantistes demandent. Et c'est le seul moyen de leur dire, ok, on va vous écouter et arrêter avec votre processus d'indépendance unilatérale, puisque moi j'ai le souvenir du chef de file, pendant le premier débat d'investiture, le chef de file de la gauche indépendantiste catalane, qui se pointe, qui fait son discours, et son discours en substance c'était bonjour, on rigole bien à vous voir vous étriper, nous pendant ce temps on est en train d'écrire notre constitution et de préparer l'indépendance de la Catalogne. À partir du moment où on veut dialoguer un minimum, où on ne veut pas que la Catalogne quitte l'Espagne et continue dans ce processus indépendantiste, à un moment il va falloir leur demander leur avis. Et c'est la seule solution pour pas rester dans ce dialogue de sourds où le PS leur dit oui, on est disposé à parler de tout sauf de l'indépendance. Mais on peut parler de tout. Hein. Est-ce que, si on prend le dernier exemple de référendum qu'on a eu sur l'indépendance, qui est celui de l'Écosse, à l'époque où Cameron l'a accepté, les sondages étaient quand même massivement pour que l'Écosse reste dans le Royaume-Uni, et plus on s'approchait de la date butoir, plus tous les partis, au final quasiment tous les grands partis britanniques, si on prend les partis qui sont également anglais, donc le seul qui était pour l'indépendance de l'Écosse, c'était les Verts, étant donné que les Verts écossais étaient pour l'indépendance aussi. Et donc sinon il y avait le SNP qui est au final qui est un peu comme qui est aussi un gauche indépendantiste comme la gauche indépendantiste catalane. Est-ce qu'au final il n'y aurait pas intérêt justement, même pour la droite, vu que c'est la droite qui l'a accepté au Royaume-Uni, de dire ouais allez-y, faites votre référendum, et de se dire de toute façon ça va rater, donc au moins on aura dit oui et ça passera, on s'en fiche? Ou est-ce que l'opinion publique est tellement tournée vers une indépendance que c'est trop risqué? J'ai pas de boule de cristal, et là je sais pas du tout, et je pense qu'en Espagne et en Catalogne personne ne sait ce qui sortirait de ce référendum, et c'est pour ça que les grands partis de Madrid sont si réticents à organiser ce référendum, parce qu'ils savent que c'est possible que Louis gagne.
il y a une possibilité, ce serait du 50-50, quoi. Aujourd'hui, en Catalogne, les sondages marquent que oui, l'opinion publique, c'est du moite-moite, quoi. Et vous, pour ou contre l'indépendance, il y a à peu près autant de gens qui sont pour que de gens qui sont contre. Ah oui, d'accord, j'allais dire justement, il doit y avoir quelques sondages quand même. Oui, il y a des sondages, mais dans les proportions, c'est ça. Et aux dernières élections régionales en Catalogne, les indépendantistes ont obtenu la majorité absolue au Parlement, mais n'ont pas obtenu la majorité absolue des voix, ce qui permettait aux partis contre les indépendantistes de dire « Ah, mais vous voyez, vous avez perdu votre référendum pour ou contre l'indépendance, ça veut dire que les Catalans ne sont pas favorables à l'indépendance, donc fermez vos gueules et laissez-nous faire. » Bon, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Oui, bien sûr. Est-ce que ce qui m'a beaucoup surpris en Catalogne et que j'ai trouvé extrêmement courageux et je me dis que parfois c'est plus facile de composer avec des gens avec qui on a quasiment rien en commun que avec qui on a beaucoup de choses en commun, voire la gauche française. Les indépendantistes de droite et de gauche catalans ont réussi à se mettre d'accord en disant faire une liste commune. Voilà, faire une liste commune. On est d'accord sur au moins un truc, c'est on veut l'indépendance. Tout le reste on verra après. Est-ce que au final des partis on va dire indépendantistes d'autres régions, et je pense je sais pas exactement comment est la situation en Flandre, mais comme voilà des partis flamands ou devraient pas un peu faire de même en disant on va d'abord être indépendant et ensuite on pourra toujours faire notre guéguerre interne une fois que on sera dans une indépendance totale. Qu'est-ce que tu peux dire au final de l'expérience de la liste commune? Est-ce que ça tient encore ou est-ce que c'est vraiment juste pour l'élection? En Catalogne, ça marche très bien parce que la situation en est tellement à un clash et un dialogue de sourds que tout le monde s'est braqué et qu'au final, les Catalans finissent par voter massivement pour des listes indépendantistes, alors que l'indépendance de la Catalogne, il y a 10 ans, mais même au fin fond de la Catalogne ou à Barcelone, il y a 10 ans, tu parlais de l'indépendance de la Catalogne, mais n'importe qui te riait au nez. À part une poignée de personnes, personne n'y croyait. Et ils se sont tellement engagés dans un dialogue de sourds en disant « Non, jamais vous n'aurez l'indépendance !» que tout le monde s'est braqué et qu'au final, maintenant, les indépendantistes sont quasiment majoritaires en Catalogne. Et en Belgique, je pense pas que c'est quelque chose qui pourrait arriver, parce que justement, c'est les champions du monde de la négociation, et ils finissent toujours par s'entendre en ayant quelques prérogatives en plus par-ci, un peu d'argent en plus par-là. Ils finissent toujours par s'entendre de cette façon. D'ailleurs, pour former un gouvernement, quand on disait que ce gouvernement, c'était la première fois qu'il y avait un gouvernement de ce genre en Belgique, c'est qu'il n'y a qu'un seul parti francophone. Et en Belgique, il faut comprendre que entre francophones et flamands, l'équilibre entre les deux est aussi important que l'équilibre idéologique. C'est quelque chose que en France on aurait un peu de mal à comprendre, mais en Belgique vraiment c'est deux trucs qui sont presque aussi importants l'un que l'autre. Ouais. C'est vrai qu'en France on a très peu de mouvements réellement, au moins pour l'autonomie, disons, parce que c'est vrai qu'on a plusieurs partis, je pense notamment aux partis occitans en Occident, dans toutes les régions, oui, considérées comme occitanes. Dans le sud-ouest, voilà, la future, sûrement grande Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et un petit peu en PACA. Voilà, c'est des mouvements qui souvent sont alliés avec les écologistes parce qu'ils ont une vue régionaliste, et c'est souvent, ils sont pas forcément pour une indépendance totale, ils sont plus pour on veut une Europe fédérale, et à l'intérieur de l'Europe fédérale, on sera une des régions. Est-ce que là on a réussi à mettre un triple clivage, on met gauche et droite, régionaliste, centralisateur, et maintenant on met l'Europe dedans, comme ça on est sûr que ce sera un joyeux bordel. C'est ça. Est-ce que justement, est-ce que ça peut poser un problème entre les deux mouvements indépendantistes catalans? Est-ce que par exemple celui de gauche est plutôt pro-européen et celui de droite un peu moins, ou est-ce que ça c'est pas forcément un souci entre les deux? Alors à ma connaissance, je suis pas sûr à 100%, mais à ma connaissance les deux sont plutôt pro-européens, tout simplement parce que
la question de l'indépendance, ils l'ont étudié de façon assez profonde et ils se sont rendus compte que s'ils étaient en dehors de l'Union européenne, si cette nouvelle nation, il va se poser la question de est-ce qu'ils adhèrent ou non à l'Union européenne, ils se sont rendus compte que s'ils n'y adhéraient pas, ça allait leur coûter bonbon et ça allait être très très compliqué. D'ailleurs, c'est ce que le pouvoir de Madrid a utilisé comme argument ultime juste avant les élections régionales, c'était mais si vous faites une déclaration unilatérale d'indépendance, jamais vous rentrerez dans l'Union européenne, vous allez perdre des milliards de PIB parce que vous aurez plus ça. Mais c'est le même argument que les Anglais avaient face aux Écossais d'ailleurs. Ouais, c'est pour ça que la plupart des régionalistes à travers l'Europe sont farouchement pro-européens. Et au final, c'est ce qui est marrant, c'est pour revenir un peu sur la Grande-Bretagne, enfin sur le Royaume-Uni, pardon, excusez-moi les Nord-Irlandais, pauvres Nord-Irlandais, on a ce souci qui est que on a eu un référendum sur l'indépendance de l'Écosse qui, bon, 10 points ça peut paraître gros quand même, mais quand tu penses que c'était du 70-30 au départ pour le non et que ça a fini au 55-45, bon, c'est quand même pas passé loin et qu'il y avait des sondages qui les donnaient même gagnant le oui. Et à côté de ça, ensuite, on a un référendum du Royaume-Uni sur voulez-vous quitter ou pas l'Union européenne, et où les Écossais disent si le oui l'emporte, on fait un référendum de suite derrière de l'Écosse. Et c'est ce qui est marrant, c'est que la Grande-Bretagne, le gouvernement londonien surtout, avait utilisé l'argument oui, si jamais vous faites l'indépendance, on vous laissera jamais rentrer dans l'Union européenne, alors que eux-mêmes ont discrètement envie d'en sortir, ou au moins envie de suffisamment faire peur à l'Union européenne pour pouvoir négocier tout et n'importe quoi. Oui, ce qu'ils ont déjà pas mal obtenu. Oui, je me souviens, je fais partie des tarés qui en 2005, j'avais que 16 ans en plus, donc c'est encore moins pardonnable, avaient lu la Constitution européenne, et le nombre de moments dans cette Constitution où il y avait marqué ceci s'appliquera à tous les pays membres, sauf le Royaume-Uni, sauf le Royaume-Uni, sauf le Royaume-Uni. Bon, au bout d'un moment, c'est un peu, je sais pas, c'est un peu bizarre de vouloir être dans une union, mais de vouloir n'avoir quasiment aucun des points forts de. Ce qui est bien, c'est qu'en France, on a une expression pour ça qui dit vouloir le beurre et l'argent du beurre. Oui, ben ça, clairement, oui. To want the butter, comme dirait Raffarin, sûrement. Et donc voilà, c'est un peu particulier que cet argument à chaque fois, bon, ça a été sorti par le Royaume-Uni. Et justement, pour revenir sur la Belgique, ce qui est particulier, donc j'ai regardé un peu les nationalistes flamands, ils ne sont pas sans étiquette, ou plutôt, enfin je sais plus comment s'appelle le groupe de Marine Le Pen, qu'elle a finalement réussi à former. Je ne sais plus. Au Parlement européen. Je pense que je fais un déni. Voilà, donc un peu comme tout le monde. Les nationalistes flamands ne font pas partie de ce groupe-là, mais font partie de l'alliance. Je crois que c'est l'alliance, en tout cas des mouvements régionalistes. L'ALE. L'Alliance Libre Européenne. Voilà, l'Alliance Libre Européenne, qui est dans un même groupe avec les écologistes d'ailleurs, au Parlement européen, et n'est pas du tout donc dans ce mouvement-là. Donc on a vraiment cette notion de on veut être sans les Wallons, mais on veut bien être avec le reste. Et j'ai l'impression que c'est quasiment la question dans tous les référendums. Alors, est-ce que chez les Écossais, eux, voulaient garder la monnaie britannique et pas forcément prendre la monnaie européenne? Est-ce que, bon, pour les Catalans, la question ne se poserait pas. Il y a déjà l'euro, de toute façon, également en Espagne. Est-ce qu'il y a vraiment cette notion pro-européenne, ou est-ce que c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est seulement vraiment du pur calcul, ou est-ce qu'au moins chez les militants il y a un peu de pro-européen? C'est une excellente question, je ne sais pas y répondre. Je connais pas de militants indépendantistes catalans. Si vous êtes militant indépendantiste catalan et que vous écoutez par hasard ce podcast, déjà félicitations, votre français est très bon. Et deuxièmement, n'hésitez pas à nous écrire pour nous dire si vous êtes pro-européen ou si vous pensez que l'Europe c'est juste des sous qui sont vite gagnés. Pour clôturer cette page et pour faire une superbe transition sur la deuxième partie, on avait l'impression, quand on n'est pas en Espagne, toi tu es d'origine espagnole et tu as donc vécu là, un petit peu en Espagne, que avec les succès de l'équipe nationale de football, il y avait eu un petit peu bon, on est fiers d'être de telle région,
mais quand même, l'Espagne, c'est pas trop mal. Alors que juste avant, on était vraiment dans un climat où ça a failli exploser, où le Pays Basque était à deux doigts de faire scission, où plusieurs joueurs du Barça disaient jamais de la vie je jouerai pour l'équipe nationale d'Espagne, je préfère jouer pour l'équipe non reconnue de la Catalogne. Justement, Johan Cruyff a entraîné d'ailleurs l'équipe de Catalogne. Est-ce que il y a encore un petit peu est-ce que toi tu as ressenti vraiment que il y a eu cette notion de on est devenu un petit peu plus espagnol qu'on l'était avant, ou est-ce que maintenant avec le nouveau débat de la Catalogne, c'est fini et puis ils avaient qu'à gagner la Coupe du Monde s'ils voulaient rester dans un nationalisme espagnol? Alors c'est une bonne question. Je n'habitais pas en Espagne à l'époque de la glorieuse Coupe du Monde 2010 où l'Espagne est devenue championne. Que l'Allemagne aurait dû gagner. C'est toi qui le dis. Je pense que je l'ai vu par des articles de presse et des reportages comme quoi même en Catalogne les gens étaient contents. Oui, dans les victoires c'est quand même plus facile d'être content et de se dire ouais c'est nous aussi on veut notre part de la gloire. Mais je pense surtout que quand je disais il y a 10 ans ça aurait paru complètement absurde de parler d'indépendance catalane, en 2010 je pense qu'on n'était pas encore là-dedans, ça commençait à monter un peu, mais l'indépendantisme catalan n'était pas aussi fort qu'il l'est aujourd'hui, et on était dans une situation qui était encore, par rapport à la situation actuelle, qui était relativement apaisée par rapport à ce qu'on a maintenant, et donc c'est possible que je pense que que plein de Catalans aient fait la teuf quand l'Espagne a remporté la Coupe du Monde en 2010 et l'Euro 2 ans avant et 2 ans après, mais je ne sais pas si beaucoup le referaient aujourd'hui. Tant la situation s'est tendue entre les deux, et tant on en arrive à des trucs absurdes. Même dans le foot, on a l'impression qu'ils se sont... je me mets du côté d'un supporter du Barça indépendantiste. On pourrait penser que vraiment il y a un complot anti-catalan quand on voit que l'UEFA sanctionne le Barça parce que ses supporters ont agité les drapeaux indépendantistes catalans dans le stade, et qu'il leur file une amende pour ça parce que les symboles politiques sont interdits dans les stades. Ah oui, quand même. Moi, je serais supporter du Barça et indépendantiste, je l'aurais mauvaise, et je dirais que oui, il y a un complot quand même. Ouais, oui, tu m'étonnes. Je dis ça parce que justement, vu qu'on parle de l'indépendantisme flamand notamment, j'avais un peu l'impression, moi je m'étais dit avant la Coupe du Monde 2014, si la Belgique fait un bon parcours, ça va peut-être se calmer à ce niveau-là, et il y aura peut-être une notion de au final, vous voyez, quand on se met tous ensemble, ça se passe plutôt bien. Déjà au final, on a quand même faire à une équipe dont très peu de joueurs jouent réellement en Belgique, contrairement à l'Espagne où les 99% jouent en Espagne, à part 2 ou 3 exceptions comme Juan Mata, etc. Même le petit Torres est revenu à la maison, il valait mieux d'ailleurs. Mais par rapport à ce que tu me dis, moi du coup ça me donne plus l'impression que l'ère Zapatero, ça a été une phase de transition entre un indépendantisme basque très fort, que Zapatero a réussi à peu près à contrôler, et surtout que le dérapage comment il s'appelle son prédécesseur, pardon, Aznar, voilà, avait fait la grosse erreur lors des attentats d'Al-Qaïda de dire ça doit être le TA, et ça avait fait un peu douche froide pour tout le monde, et que là, avec la fin de l'ère Zapatero et donc Rajoy, on a vraiment, là du coup, un autre indépendantisme qui s'est bien réveillé avec la Catalogne. Mais complètement, pendant 30 ans, on s'est dit, on ne parlait que des indépendantistes basques, à cause hélas des attentats de l'ETA qui émaillaient l'actualité espagnole. Et les Catalans, il y avait un petit courant indépendantiste, il y avait un petit courant régionaliste, mais c'était pas grand-chose. On s'était toujours dit que les plus indépendantistes, c'était les Basques. Et aujourd'hui, clairement, c'est les Catalans qui sont les plus en avance, entre guillemets. D'ailleurs, les Basques sont les premiers à dire sur l'indépendance, on va attendre de voir ce que font les Catalans, et après on se décidera en fonction. Donc clairement, ils vont peut-être finir par se faire dépasser au finish par les Catalans qui vont être les premiers à proclamer leur indépendance.
Mais de toute façon, enfin voilà, je me souviens que tous ces mouvements, notamment catalans, avaient les yeux rivés sur l'Écosse, parce que si l'Écosse arrivait à devenir indépendante, bon, mais ça pétait de tous les côtés du coup, parce que tout le monde allait réclamer son référendum sur l'indépendance. Est-ce qu'au final, là je demande pas forcément en tant que journaliste ou en tant qu'expert, plus ton ressenti par rapport à la question, moi l'impression que j'ai du coup c'est que c'est l'approche catalane qui a été plus maligne que l'approche basque. Et là, je parle seulement des partis politiques, et je parle pas de l'ETA et tout ça. Ça, les terroristes, tu contrôles pas forcément. Mais est-ce que les partis politiques catalans ont mieux joué le jeu en faisant monter petit à petit la sauce et ensuite en s'alliant au dernier moment, alors que les Basques ont été très très fermes dès le début. J'ai un peu, enfin, c'est l'impression que j'ai moi en tout cas. Je pense surtout que c'est Rajoy qui a été exceptionnellement mauvais dans la gestion de ce truc-là. Non, mais vraiment, le fait de s'être braqué dès le début, d'avoir dit non, on ne négociera rien et on ne leur donnera rien de ce côté-là, a forcé les Catalans à se braquer, à se dire bon, finalement, puisqu'ils vont rien nous donner, on va proclamer notre indépendance nous-mêmes et on va se démerder nous-mêmes puisqu'on peut rien attendre d'eux. Alors que les Basques ont eu une stratégie beaucoup plus, le principal parti nationaliste basque s'appelle Parti nationaliste basque justement, et centre droit, Ouais. Ils sont beaucoup plus dans la négociation, dans le on va être tranquille quoi, pas dans l'indépendantisme, clair et fort. Et puis il faut dire que, enfin quand même, le TA c'est pas juste un détail, ça Ah oui, non, bien sûr. ça a très lourdement marqué l'histoire et la politique basque, ce qui fait que pendant longtemps on pouvait pas trop se proclamer indépendantiste parce que tout de suite D'accord. il y avait l'ombre de l'ETA qui planait. D'ailleurs la droite espagnole a un réflexe qui serait presque drôle, enfin je préfère en rire qu'en pleurer, que dès qu'on a un régionaliste, dès qu'on a quelqu'un qui prend position en faveur de plus d'autonomie au Pays Basque ou en faveur des régions, en faveur d'un peu plus de régionalisme au Pays Basque, systématiquement ils disent vous êtes amis avec le TA, c'est le point Godwin de la politique espagnole, le TA. Le point ETA, ouais. Du coup, c'est parfait pour ce sujet-là. Et puis, on va parler d'un autre homme qui est très important pour la Catalogne, Johan Cruyff, après cette pause. Renze Brink stuurt daar Krol op linksweg, dan komt de voorzet en het Cruyff is groot, het is goal! 2-0! Wat een juweel van een doelpunt! Alors donc aujourd'hui on a appris la disparition de Johan Cruyff, la légende du football néerlandais, mais aussi catalan comme on va en parler tout à l'heure. Hein. Ça a été l'entraîneur qui a vraiment fait du Barça ce qu'il est aujourd'hui, et à qui il a apporté la même philosophie qu'à l'Ajax, c'est-à-dire dès tout petit tu apprends à jouer comme l'équipe première, comme ça au moins tu es bien formé, et du coup ça a bien profité à des joueurs comme Iniesta ou Xavi, et ils ont surtout nommé Iniesta et Xavi, mais au final Messi a été quand même essentiellement formé au Barça. Hein. Avant que je dise moi voilà ce que le ressenti que j'ai sur lui, et à ces moments-là je pense surtout à mon papa qui a grandi avec Cruyff, il avait 10 ans au moment de la Coupe du Monde 74. Quel souvenir toi tu gardes de Johan Cruyff, que ce soit en tant qu'entraîneur ou en tant que joueur? Alors moi, croyez-en ma vieille expérience, je suis en 90 à une époque où Cruyff ne jouait déjà plus. Cruyff, c'est bon, on a déjà dit, hein, il y a Pelé, il y a Maradona, et puis juste au-dessous il y a Cruyff on va dire dans le Hall of Fame du football mondial. Voilà, il fait partie sans aucun doute du top 5 et très probablement du top 3. Ce que j'ai trouvé je voulais dire drôle, mais c'est pas vraiment drôle en soi, c'est que à l'annonce putain, Johan Cruyff est mort, tous les gens qui suivaient le foot évidemment savaient qui c'était, mais les gens qui ne suivaient pas le foot ne savaient pas qui c'était. Ah oui. Et alors que Pelé, Maradona, même les gens qui suivent pas le foot a priori savent que c'est des très grands joueurs de foot. Et Cruyff, bizarrement, il a pas acquis cette notoriété en dehors du milieu du foot, quoi. C'est quelqu'un qui ne suit pas du tout le foot, ne sait pas qui est Johan Cruyff. Je m'en suis rendu compte aujourd'hui. Après
pour moi, c'est, en une phrase, c'est le seul très grand joueur qui a été aussi un très grand entraîneur. Oui, c'est vrai. C'est vrai que bon, on a des mauvais. Toi, malheureusement, tu as connu le mauvais exemple en tant que supporter de l'Argentine de Maradona. Beckenbauer ne serait pas du tout d'accord avec ce que je viens de dire. Oui, c'est vrai, j'allais dire merci pour Franz Beckenbauer, qui est au passage a aussi un sale caractère, mais qui a été quand même un très très bon entraîneur, au moins pour la Mannschaft. Mais c'est vrai que bon, Platini a été un très mauvais entraîneur, un très mauvais sélectionneur de l'équipe de France. Pelé n'a même pas essayé. Je pense qu'il valait mieux. Je me demande si Pelé n'a pas essayé à un moment, et si personne s'en souvient, il y a une raison. Ouais, alors je pense que voilà, soit il l'a pas été, soit s'il l'a été, peut-être une bêtise. Hein, ouais, je dis peut-être une bêtise. Je sais qu'il a été ministre des Sports en tout cas au Brésil, mais jamais, je crois pas qu'il était sélectionneur. Au pire, on fera un erratum au prochain épisode en disant pardon, effectivement, il a été sélectionneur du Brésil. Non, c'est vrai. Moi, je me souviens que quand j'étais gamin, et quand j'étais gamin, j'étais encore plus supporter hardcore de l'équipe d'Allemagne que maintenant, par pur esprit de contradiction avec mes petits camarades qui se foutaient de ma gueule, et avec mon papa qui s'embêtait un petit peu que son fils, que lui français, son fils soit supporter plus de l'Allemagne que de la France. Voilà, il me parlait de Cruyff, il était, enfin voilà, il le faisait vraiment rêver, et c'est vrai que donc, comme je disais, à la Coupe du Monde 74, il avait 10 ans, il était en larmes quand l'Allemagne bat les Pays-Bas en finale, et d'ailleurs personne ne pensait que c'était possible. L'Allemagne experte dans on gagne la Coupe du Monde alors que tout le monde pense que c'est l'adversaire qui va gagner. Voilà, donc c'est quelque chose qui l'a vraiment marqué. Donc moi, j'arrive pas à le dissocier de mon papa, donc forcément, c'est quelque chose, c'est un gros souvenir que j'ai moi. En dehors de ça, voilà, comme tu disais, ça a quand même été aussi un très bon entraîneur, en plus qu'un très bon joueur. Et moi, je vais aller plus loin que toi, parce que toi, t'as dit qu'il est juste en dessous de Maradona et Pelé. Je me suis posé la question aujourd'hui quand j'ai appris sa mort. Et d'ailleurs, au moment où je l'ai appris, j'ai reçu ton texto du genre 3 minutes après. Et je me permets de te citer, qui est juste Johan Cruyff est mort, putain. Je me suis posé la question, bordel, est-ce qu'au final, c'est pas lui le meilleur joueur de tous les temps? Parce que quand je regarde des matchs, évidemment, je suis pas habitué au même rythme, et toi non plus d'ailleurs, on est à peu près de la même génération, on est de la même génération même, donc on voit des matchs beaucoup plus rapides qu'à l'époque, mais les gestes qu'il faisait, etc., sont quand même extraordinaires. Je sais, Maradona a fait des gestes absolument somptueux, et d'ailleurs je mettrais Pelé plutôt en deuxième ou troisième position qu'en première. Néanmoins, voilà, je me suis demandé, est-ce qu'au final, c'est pas Cruyff le meilleur joueur? Certes, il n'a pas la même notoriété, mais qu'est-ce qui parle, selon toi, vraiment contre le fait que ce soit Cruyff plutôt que Pelé ou Maradona? Déjà, cette notoriété, déjà, il n'a jamais gagné la Coupe du Monde. C'est quand même l'argument ultime, c'est quand même celui-là. Oui. Oui, on peut dire que c'était les Pays-Bas. Mais bon, quand même, c'est les Pays-Bas, c'est une grande nation du football, même si c'est un petit pays qui donc part avec un petit désavantage qui est que ils ont moins de population et que du coup, ça permet moins de. Enfin, c'est plus difficile de remporter une Coupe du Monde puisque tu as un vivier qui est moins important. Mm-hmm. Mais. Oui, voilà, c'est ce qui fait les très grands joueurs au niveau de la notoriété, au niveau de construire sa légende, c'est aussi empiler les coupes du monde, ce que Pelé et Maradona ont su faire, oui. Et ce que lui n'a pas réussi à faire, vu qu'il est resté sur une défaite en finale, et ses camarades de sélection, puisqu'il n'a pas participé à la Coupe du Monde 78, se sont retapés une deuxième fois en reperdant en finale la fois suivante. Voilà, ça c'est le truc qu'il n'a pas réussi et qui fait que il reste un très grand joueur, mais il reste. Oui, alors justement, bon, nous les finales qui ont été perdues par les Pays-Bas, ça nous dérange pas trop vu que l'une est contre l'Allemagne, l'autre contre l'Argentine, donc ça nous arrange plutôt que les Pays-Bas. Et la troisième contre l'Espagne beaucoup plus tard. Oui, voilà. Oui, bon, celle-là, c'était plus. Enfin, moi, je considère que certes, il y avait une très bonne équipe, mais ils avaient surtout un tableau favorable de leur côté qui a fait qu'ils sont allés assez facilement en finale. Par contre, du coup, je vais t'avancer le contre-argument. Moi, personnellement, je trouve que Messi et Ronaldo ont trop de ballons d'or, comparé notamment à des joueurs comme
Maradona, comme Cruyff, comme Platini, comme Zidane, etc. Est-ce que du coup, par rapport à ce que tu me dis sur Cruyff, tu penses que ces deux joueurs, étant donné qu'ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde, ils ne resteront pas autant dans les mémoires collectives que ces trois monstres footballistiques? Là c'est pareil, j'ai pas de boule de cristal à disposition et Ou toi un peu. C'est possible, c'est possible. Je pense pas que. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, à chaque fois que l'un des deux gagne le Ballon d'Or, comme ça va continuer à être le cas dans les 5 prochaines années. Tu vois, je me mouille un peu. Là, je sors la boule de cristal. Wow, c'est voilà. bon. Dans les 5 prochains Ballons d'Or, au moins 4 iront à ces deux-là. Neymar peut-être pour oui. Et encore même pas parce que c'est des produits marketing. C'est leur rivalité est un produit marketing. C'est à qui vendra le plus de maillots. En clair, Thomas Müller, t'es moche, n'y pense même pas. Exactement. Qui fait que au final c'est devenu des produits marketing. On se souviendra d'eux comme certes d'immenses joueurs, d'immenses buteurs, mais c'est plus des marques que des que vraiment des vraiment des footballeurs comme des footballeurs de légende comme Cruyff, Maradona, Pelé, Beckenbauer et compagnie. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi sur cette question. Tu sais très bien que moi je milite pour que soit Thomas Müller, soit Manuel Neuer ait le Ballon d'Or. Au moins, ils auraient dû l'avoir en 2014, hein, soyons honnêtes. Quand tu gagnes la Ligue des Champions l'année d'avant et la Coupe du Monde l'année d'après, bon, au bout d'un moment, tu l'as quand même mérité. Oui, et surtout, moi, l'impression que j'ai avec ces trois légendes, c'est que ils ont tous les trois réinventé la façon de faire le football. C'est pas par hasard qu'on parlait de football total pour les Pays-Bas. C'est-à-dire que tu avais des défenseurs qui étaient surtout là pour défendre et des attaquants qui attaquaient. J'ai vu sur l'équipe une citation de Cruyff qui disait mon premier attaquant c'est mon gardien et mon premier défenseur c'est mon attaquant. Voilà, donc vraiment cette volonté que tout le monde participe au jeu et ça se voit déjà au Barça jusqu'à aujourd'hui. Clairement, le Barça ne serait pas ce qu'il est sans Cruyff. Et quand il est arrivé, c'était quand même une équipe moyenne, clairement, au niveau européen. Ça faisait 10 ans qu'ils gagnaient rien. Ils étaient clairement en crise et aujourd'hui, c'est la meilleure équipe du monde. Ouais. Assez facilement. Qui bouffe tout le monde. Et clairement, ils ne seraient pas ce qu'ils sont sans Cruyff et son héritage. Ah oui, non, mais c'est ça. Et puis, voilà, il y a vraiment cette façon de jouer qui a été réinventée. Il marquait des coups francs somptueux. C'était un buteur en plus d'être vraiment un meneur de jeu. Il a réinventé la façon de jouer, notamment avec des milieux relayeurs, parce que jusqu'à maintenant on avait soit des milieux très défensifs, soit des milieux très offensifs, et ensuite lui il a apporté des milieux relayeurs. Voilà, comme par exemple Xavi et Iniesta ne sont pas des milieux défensifs dans le sens pur du terme, ce sont des milieux relayeurs, ils sont là pour donner des caviars à Messi, à Neymar et Suarez, bon même s'ils ont moins joué avec eux, mais en tout cas avec les joueurs avec lesquels ils ont gagné différentes Ligues des Champions, avec lesquels ils ont gagné l'Euro et la Coupe du Monde. Et voilà, justement, je me demande si au final la Coupe du Monde qu'il a gagnée, c'est pas la Coupe du Monde 2010, parce que c'est au final aussi un peu le résultat de ce qu'il a fait au Barça. Oui, c'est ce que j'allais dire. Cruyff, Cruyff, à la différence de Pelé, Maradona, qui étaient d'immenses joueurs, c'est aussi un intellectuel et c'est aussi un type qui a conceptualisé une façon de jouer et c'est aussi la raison de son succès en tant qu'entraîneur. C'est parce qu'il a pu penser le foot, il a pu développer une nouvelle pensée, une nouvelle conception de jouer au foot, alors que les deux autres légendes dont on parle, c'était des gens qui avaient l'instinct footballistique sur le terrain, qui étaient capables de faire des gestes techniques extraordinaires, qui avaient le sens du but. Enfin, je ne vais pas m'épancher aussi longtemps sur les qualités techniques de Pelé et Maradona, ça durerait longtemps. On fera dans un autre podcast. Mais aucun des deux n'a été un intellectuel du jeu, un type qui
conceptualisaient ça. C'était Maradona, c'était surtout des punchlines et Pelé, et ça a toujours été quelqu'un d'assez consensuel et qui en dehors du terrain ne s'est jamais trop fait connaître. Ne s'est jamais trop fait connaître, que ce soit pour ses phrases ou que ce soit pour des déclarations ou pour ce qu'il en pensait. Alors là, je vais venir sur un autre point ensuite, mais je suis pas tout à fait d'accord parce que là où justement maintenant au Barça certains l'adorent et certains l'aiment un peu moins, c'est parce que c'est par rapport à ses déclarations sur le Barça actuel et notamment sur la présidence actuelle du Barça, étant donné qu'il était plutôt favorable à l'ancien camp. Voilà, pour remettre dans le contexte, pour ceux qui connaissent pas trop, donc en Espagne, c'est les socios qui élisent la présidence. Donc du coup, il y a des campagnes électorales à chaque fois et tout. Comme on est en Espagne, il y a de la corruption aussi. Oui, bien sûr. Les tribunaux se font d'ailleurs une joie d'entendre les présidents du Barça très régulièrement. Voilà, les anciens présidents. Les tribunaux en Espagne ne fonctionnent que pour le Partido Popular et pour les clubs de foot espagnols. Non, je plaisante, bien sûr, mais voilà, il y a quand même eu, il a été fait président d'honneur par l'ancien président et ensuite l'a rendu lorsque la présidence a changé. Donc sur les déclarations, je pense que c'est plutôt un mec qui pouvait se permettre ce genre de déclaration parce qu'il avait une vision suffisamment réfléchie du football. Alors que Maradona, c'est quand même un mec qui, lors d'une conférence de presse où il avait Thomas Müller à côté de lui, a dit c'est quoi ce ramasseur de balles, dégagez-le moi quoi. Je refuse qu'il soit à ma conférence de presse. Bon, donc c'est vraiment des exemples de mecs complètement différents. Pelé, lui, en ce moment, il fait un peu tout pour le pognon, notamment avec le Qatar. Oui, c'est un grand copain de la FIFA. Et de Blatter. C'est un grand copain de la FIFA. Ouais, ça suffit. Ça suffit. Suffit comme déclaration. Mais pour revenir sur le côté commercial, donc tu disais, bon, effectivement, c'est deux marques qui s'affrontent en ce moment. Donc c'est Lionel Adidas Messi contre Cristiano Nike Ronaldo. Néanmoins, il faut pas oublier un des détails les plus importants de la carrière de Cruyff, c'est que alors que l'équipe des Pays-Bas avait comme équipementier Adidas, lui avait comme équipementier Puma. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Adidas et Puma sont des entreprises fondées par deux frères de la même famille, les frères Dassler, qui se détestaient au plus haut point. Et quand Cruyff a donc signé chez Puma, il a demandé à ce qu'il ait un maillot seulement à 2 bandes et non pas à 3 bandes. Donc toute l'équipe avait des maillots à 3 bandes et lui seulement à 2. Ce qui rend les répliques vintage de nos jours beaucoup plus faciles pour son maillot, parce que c'est pas vraiment du vol vu que ça appartient plus à Adidas. Est-ce que selon toi, il y aurait par exemple, Cristiano Ronaldo est chez Nike, le Real est chez Adidas, et à l'inverse, Messi est chez Adidas et le Barça est chez Nike. Est-ce que un de ces deux joueurs ou un autre grand joueur pourrait se permettre de nos jours de dire je refuse le maillot de tel équipementier, je préfère avoir un maillot spécial, justement à un âge où on est encore plus dans le football business quand même, beaucoup plus loin que à l'époque de Johan Cruyff quoi. Non, moi je crois pas. Je crois que un joueur aussi grand, aussi extraordinairement bon soit-il, ne peut pas réussir dans le football, tel qu'il est actuellement. S'il se plie pas à la loi du marché, à la loi du fric, FIFA, équipementier et compagnie qui prévaut dans le football moderne, parce que tout simplement ça marche comme ça. Les grands clubs, enfin l'élite du football européen fonctionne comme ça, la FIFA fonctionne comme ça, l'UEFA fonctionne comme ça. Donc si le système médiatique fonctionne aussi comme ça, puisque aujourd'hui les joueurs en conférence de presse, les entraîneurs en conférence de presse, c'est plus du tout ils communiquent comme des politiques quoi, c'est des éléments de langage, c'est des phrases apprises par cœur et c'est de la com quoi. Donc je pense qu'on est très loin de cette époque où on pouvait quand même avoir des joueurs qui étaient un peu plus spontanés, qui pouvaient un peu plus donner leur avis et faire un gros fuck aux institutions. Aujourd'hui, je pense que c'est tout simplement pas possible. D'accord.
Mais justement à ce sujet-là, je vous conseille le très bon reportage de France 5 Dassler contre Dassler, qui est disponible sur Netflix, c'est là que je l'ai regardé d'ailleurs, et du coup ça m'a remémoré effectivement Ceci n'est pas un placement de Ceci produit. n'est pas du tout un placement de produit, je ne reçois pas de l'argent de Netflix, c'est moi qui en donne justement à cette entreprise, oui c'est vrai que tu as bien fait de préciser, nous ne sommes pas des youtubeurs français classiques qui touchent de l'argent dans du product placement. Rien de tout ça. Oui, donc c'est vraiment un excellent reportage, comme en fait beaucoup d'ailleurs France 5, franchement. Ceci n'est pas non plus un placement de produit. Ok, à partir de maintenant, je ne citerai plus de marque pour pas avoir d'ennui. Bref, donc en tout cas très bon reportage que je vous conseille, notamment ils reviennent donc sur toutes ces histoires avec Johan Cruyff qui justement avait demandé ce maillot à demande exprès qui dans l'œil de Puma était vraiment la victoire ultime, le fuck massif fait au frère Adolf Dassler à l'époque. Voilà, écoute, je pense que c'est déjà pas mal pour un épisode 0. Alors merci à toutes celles et à tous ceux qui auront écouté cet épisode 0 de JPP. Merci Adrien. Merci Nelson. Et on vous retrouve dès qu'on peut, surtout si ça vous a plu, en espérant que les semaines à venir seront meilleures. Allez, à bientôt. Ciao.